Oui, j'arrive, je suis là, j'arrive, ça va. Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de La Cambre pour une émission spéciale mode, design et technologie. On va voir aujourd'hui comment les designers insèrent les nouvelles technologies dans leur création. Nous irons à Munich chez Design Affaires, une société qui fait le design des GSM du futur. Et puis notre fashion victime, Paul-Henri, viendra nous présenter les derniers gadgets à la mode. Brice et moi allons essayer de chanter dans une console de jeu sous la contrainte. Et puis Jean-Marc nous rendra une petite visite avec ses célèbres tournées-montées. Et en guest star, nous recevrons les Pink Satellite. Tout ceci et bien d'autres choses, juste après le générique. Bonjour Brice, bonjour Raphaël. Ça va bien? Très bien, et toi? Moi j'ai envie de ronfler. Mais Raph, quand on te dit que tu es bête à bouffer d'air, faut pas le faire, c'est une image, enfin. Ah ouais. Mais oui. T'as vu qu'on était à La Cambre? Un endroit où j'ai eu l'occasion de passer dans ma jeunesse, alors on s'est dit pour une émission spéciale design, mode, technologie, où pouvait-on aller de mieux qu'à La Cambre, où il y a une section de graphisme, de stylisme, de design, enfin bref, tout ce qu'il faut pour cette émission. Et on y a envoyé. nous a fait un petit reportage là-dessus. Et on regarde ça tout de suite. On regarde ça. Nous avons rencontré 4 étudiants ou ex-étudiants de la Cambre, 4 perceptions différentes de la technologie confrontées aux univers du design et de la mode. Elric Petit est designer, il est sorti l'année dernière de la Cambre et a déjà fait parler de lui avec ses luminaires mobiles. Moi j'ai travaillé sur le thème de la déconnexion, donc en fait ici j'ai par exemple 3 petites lampes qui s'allument lorsqu'on les déconnecte par exemple. Donc l'exemple c'est celle-ci par exemple. Quand vous la retirez de son socle, vous pouvez partir avec et elle s'allume. Ce sont des lampes qui sont en silicone, toutes molles et qui permettent, la matière, comme elle est incassable, permet peut-être je peux l'accrocher un petit peu où je veux, puis elle donne assez de lumière pour lire un bouquin le soir chez soi, et puis si on a envie de bouger chez soi, on n'est pas réduit à toujours rester strictement au même endroit, dans le même canapé pour lire ce bouquin. Dans les luminaires d'Elric Petit, pas de technologie véritablement révolutionnaire, si ce n'est peut-être l'utilisation de LED comme source de lumière. Ces LED ne génèrent pas de chaleur, ce qui permet de manipuler l'abat-jour en silicone sans se brûler. En fait, le travail du designer est notamment de parvenir à interpréter la technologie et à lui trouver une utilisation. Disons que le designer, sur base des nouvelles technologies développées, des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques de fabrication, tenter de générer des objets qui ont un sens, une forme de cohérence. C'est là tout le travail du designer à mon idée. Et l'esthétique est, en tout cas dans l'univers du design, peut être générée, dictée par les limites technologiques. Je m'appelle Marc Savary, j'ai 28 ans et je suis sorti de la Cambre il y a 2 ans maintenant. Actuellement, je travaille dans un bureau d'études et parallèlement, j'essaye de pousser mes projets personnels et de participer à des concours, et à des événements et des choses comme ça. Et l'un des projets de Marc Savary, c'est ce lecteur DVD. Ici, l'objectif du designer est de faire sortir la technologie de l'habituelle carrosserie de l'appareil. Ici, la transparence de l'écran tactile et la mise à nu des connectiques a un double sens. Sur ce modèle-ci, les 3 faces accessibles de l'appareil ont une fonction de connexion. Et tous les fils des haut-parleurs, par exemple, puisque c'est un lecteur DVD et que le branchement des haut-parleurs d'un home cinéma, c'est l'enfer, je voulais utiliser les faces pour faciliter le travail, déjà en divisant par exemple en 2 les groupes de haut-parleurs. Et sur chaque face, il y a le logo du cinéma 5.1 que les amateurs de DVD connaissent et qui symbolise physiquement la disposition spatiale des haut-parleurs dans la pièce. Et les connecteurs des fils sont aux endroits où sont les baffes dans la pièce. De plus, quand on sélectionne une fonction sur l'écran tactile transparent, une animation graphique simule le cheminement de l'impulsion électrique. Ici, la technologie devient l'objet à proprement parler.
C'était une réflexion, quoi, pour est-ce que c'est possible d'utiliser effectivement les éléments constitutifs de l'électronique comme éléments esthétiques en même temps et fonctionnels. Moi, je m'appelle Geoffrey Louis, je suis en dernière année dans l'atelier de design industriel à la Cambre et je travaille sur un projet de véhicule urbain écologique. Un véhicule pour un parc de car sharing, une coque en bois et particularité, la possibilité de sauvegarder ses données personnelles sur carte à puce de manière à ce que les sièges reprennent la position qui correspond à votre corps lorsque vous louez la voiture. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une étude, mais grâce à l'informatique, les designers peuvent désormais visualiser leur imagination. Nous, dans le design, on mettait à l'époque beaucoup de temps à faire des visuels. On était à l'époque de l'aérographe, donc on passait des heures pour faire un visuel et si on devait en faire un deuxième, on recommençait le travail complètement. Alors que maintenant, avec la modélisation par ordinateur, on peut avoir des images complètes et assez réalistes. Et si on a besoin de refaire une deuxième, une troisième image pour expliquer, eh bien, on n'a pas à tout retravailler. On déplace certaines parties et ça marche assez bien. Je m'appelle Jérémy Desnains, j'ai 25 ans et je suis étudiant en 5e année à la Cambre Mode. Dans sa dernière collection, DJ Toi, Jérémy a mixé les vêtements et les générations, comme ce blouson en jeans marié à un blazer classique. Mais Jérémy est également particulièrement intéressé par les accessoires où il intègre de la technologie. Celle-ci perd alors sa fonctionnalité et devient purement esthétique. C'est l'accessoire de ma collection de l'année dernière qui est le mix entre la chaîne porte-clés et les oreillettes de Walkman qui deviennent deux en un en fait. J'essaye de piquer comme ça tous les éléments qui appartiennent aux jeunes. Donc, pour cette collection-là, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était petit appareil qu'on pouvait trouver sur lui, comme les oreillettes de Walkman, ou baladeurs, mini-disques, autres. Donc toutes ces choses qui sont liées comme là à une technologie, mais qui font partie intégrante de soi dans la mesure où le jeune l'a pratiquement non-stop sur lui. Et c'est ainsi que, par exemple, le joystick de console de jeu devient un porte-clés. Comme quoi la technologie et les créateurs font bon ménage, pratique, ludique ou esthétique, tout est finalement technologique. Ça laisse présager une aventure très dense et très rythmée. Alors Gilles, des nouvelles de l'E3. Oui, l'E3, donc la grand-messe des jeux vidéo à Los Angeles. Alors, avant des nouvelles de l'E3, c'est quoi l'E3 E3, ça veut dire quoi? L'E3, c'est Brice, au secours. J'en étais sûr. Chaque année, on se pose la même question. Oui. Donc c'est 3 fois E, c'est Electronic Entertainment. Et le troisième, on ne sait pas, on s'est jamais su. Voilà. Bon. Donc c'est un énorme salon qui a lieu chaque année à Los Angeles. On retrouve en fait tous les créateurs de consoles, de jeux vidéo et de gadgets électroniques. C'est vraiment la grand-messe de l'électronique. Et cette année, Gilles, il y a 2 énormes nouveautés. Il y a un combat énorme entre Nintendo et PlayStation. Sony qui veut maintenant manger le marché des petites consoles. Alors, quelles sont les nouvelles? Est-ce que tu l'as vu? Oui, donc l'E3, en fait, c'est toujours l'occasion de faire des super annonces. Et ici, donc, Sony et Nintendo ont annoncé leur nouvelle console. Du côté de chez Nintendo, c'est la Nintendo DS. DS, pour l'instant, c'est juste un nom de code, mais pour double écran, un dual screen. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Nintendo garde toujours sa politique de ne jamais vraiment faire les choses comme les autres et toujours tout miser sur une jouabilité particulière propre à la firme. Ils reviennent un peu, entre guillemets, à leurs premiers amours avec, vous vous souvenez des Game & Watch, donc les jeux vidéo électroniques avec double écran et tout ça. Ah oui, oui. Donc, ici, vous pouvez passer d'un écran à l'autre de temps en temps même. Pour l'instant, ce qu'on en sait, la DS, c'est qu'il y aura 2 écrans. Un au-dessus, un en dessous. Celui du dessous sera tactile. Donc tu pourras dessiner dessus avec un stylet ou t'en servir avec tes doigts pour taper comme sur un petit clavier virtuel. Au niveau du look, ça ressemble quand même plus à l'ancienne Game Boy. Il y aura également 2 processeurs, un capable de gérer de la 3D, l'autre non. Mais enfin bref, tout ça pour dire quand même... Il y aura surtout quelque chose qui est étonnant, du Wi-Fi. En plus du Bluetooth. Donc tu pourras jouer dans une cour de récréation de 50 mètres jusqu'à 16 joueurs en même temps. Et tu pourras aller sur Internet avec une petite machine comme ça? On pourrait imaginer qu'un jeu, puisque tu as du Wi-Fi, tu as une connexion réseau, pourquoi pas mettre une cartouche avec un browser? Bon, pour l'instant, c'est pas le but. Hein. La cartouche fait 1 GB, donc
Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'ici, en fait, ils sont en train de développer en fait, un outil assez particulier. Il faudra voir surtout comment les développeurs vont se réapproprier ça, quels jeux ils vont faire. Cette fonctionnalité d'avoir deux angles, voilà, parce que ça va vraiment être unique. Et chez Sony, alors, qu'est-ce qui se passe? Chez Sony, on a beaucoup parlé de la PSP. Donc maintenant, on a pu la voir. On n'a pas encore pu y jouer. On a seulement vu des vidéos de futurs titres à venir. La grosse particularité de cette PSP, c'est qu'elle offre un écran extrêmement large, 16:9, comme ça, avec toujours cette volonté d'essayer de faire du multimédia, d'intégrer toutes les technologies de chez Sony pour vraiment faire un outil transportable de jeu et également un lecteur MP3 et toutes ces particularités-là. Tu pourras regarder aussi des vidéos, puisque la PSP aura un port de stockage. Un format propriétaire, nouveau, l'UMD, qui permettra de stocker donc, des films qu'il faudra acheter à ce format-là. Elle gérera également les mémoristiques. Elle pourra aussi faire office de lecteur musical, mais pas de MP3. C'est un autre format de fichier qui est exploité dans la PSP, c'est la Track 3, le même que dans les mini-disques. Tu vois. Et en fait, ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que technologiquement, c'est vraiment énorme. C'est une bête. La qualité d'image serait à la hauteur, paraît-il, de la PlayStation 2. Donc là, ça se situe entre la PlayStation 1 et la PlayStation 2, mais plus près de la PlayStation 2. Qui va gagner ce combat alors? C'est un peu difficile à dire, puisque juste pour l'instant, on n'a pas encore exactement les dates de sortie. Il y a beaucoup de fabulations par rapport à ça. On ne sait pas quand ils sortent, ni l'une ni l'autre. On parle de fin de l'année pour la Nintendo, on dit début 2005 pour celle de Sony. Mais bon, il y a plein de rumeurs, il y en a même qui disent septembre, ça, mais on n'y croit pas. Enfin, c'est un peu, il y a vraiment en tout cas un nouveau marché qui essaye d'être réapproprié, ou en tout cas. Et la N-Gage dans tout ça, est-ce que ça peut être concurrentiel ou alors c'est pas du tout le même? La N-Gage se situe beaucoup plus au niveau d'un téléphone mobile et jeu, et pas du tout la même technologie ni la même prise en main, donc c'est radicalement différent. Ça c'est pour les consoles, mais il y a aussi les jeux. Oui, beaucoup, on en parlera plus en profondeur par la suite, mais on en a pointé deux, en tout cas avec le premier, l'annonce d'un nouveau Zelda. Un nouveau Zelda, ça c'est un événement. C'est le quantième épisode. En tout cas, ils ont d'abord annoncé ce nouveau Zelda en l'appelant The Wind Waker 2. Donc logiquement, on s'attendait à ce qu'il soit dans le même style graphique que le précédent. Cette espèce de cell shading. Et là, on dirait manifestement à la démo que c'est pas le cas. Non, puisque Nintendo ne fait jamais vraiment ce qu'on attend d'eux. En fait, ils ont vraiment proposé ce que les joueurs auraient voulu avant le Wind Waker, c'est-à-dire un Link beaucoup plus adulte, l'air assez féroce et redoutable. Donc là, c'est vraiment le retour, un peu un espèce de retour en arrière, mais heureux, puisque c'est vraiment ce que tout le monde voulait voir, un Link adolescent fort. Et en tout cas, ça laisse présager une aventure très dense et très rythmée. C'est moins jouette, quoi. C'est un peu plus mature, entre guillemets. Oui, c'est le même Link. Les joueurs vieillissent et ils veulent se retrouver dans les personnages. Mais ce qui est bien, c'est que ça se renouvelle, on change. Bref, c'est assez déroutant. Ici, on a un Link adulte, comme dans Soul Calibur 2. Mais il y a aussi Fable. Un autre extrêmement attendu. Qui s'appelait Project Ego au départ. Au début, effectivement. Donc ici, le jeu est toujours annoncé pour septembre. Tout va bien, on commence tout doucement. Avec Peter Molineux, il faut se méfier parce qu'on a attendu Black and White 2 ans. Donc, on ne sait jamais. Mais là, ça semble bon, même si à l'E3, évidemment, on a juste pu voir quelques séquences de jeu. Donc rappelons pour ceux qui ne se souviendraient pas, Fable, le but est de proposer un RPG extrêmement ouvert avec un joueur qui aura la possibilité de se positionner à sa guise par rapport au bien, par rapport au mal, qui modifiera la mémoire collective de tout l'univers dans lequel il sera plongé et également son apparence physique. Donc en gros, sur le papier, c'est absolument génial. C'est super simple comme jeu. Enfin, une fois que tu es rentré dedans, ça va, tu te fais à ses règles. Non, en fait, il y a pas mal de RPG qui font ça, mais je veux dire aussi de façon aussi ouverte et de façon aussi immédiate, avec des incidences sur l'environnement, sur les gens qu'on va rencontrer et l'aspect du joueur, il n'y a pas encore eu. Donc, c'est vrai que le morphing du personnage qui vieillit, qui grossit ou qui tape une sale gueule s'il est méchant et tout, ça c'est vraiment nouveau. Oui, c'est l'intérêt. Donc pour l'instant, il y a quand même quelques petits détails qui ont été revus à la baisse, mais pour l'instant, on a quand même bon espoir de se dire que le jeu sera à la hauteur de nos attentes. Ça va tuer, quoi. Voilà, mais un jeu qui n'est pas encore sorti. Il y a même carrément des marques qui sortent des collections automne-hiver. Brice est allé faire son petit marché et comme un enfant sur la plage et que tu as lancé coquillage, il a étalé tous ses téléphones. Voilà, des téléphones mobiles, un secteur dans lequel la mode a de plus en plus d'influence. Il y a même carrément des marques qui sortent des collections automne-hiver, comme dans la mode. Alors on reçoit Philippe Bowens qui travaille chez Siemens. Alors Philippe, pourrais-tu nous parler un petit peu des Xelibri? Donc, les Xelibri, ce sont ces appareils qui sont des GSM relativement simples, hein, il n'y a pas de caméra et tout ça, mais qui ont été créés vraiment pour être des objets de mode. Oui, notre idée, c'est de considérer que les gens, finalement, n'auront pas qu'un seul GSM, mais à terme, ils vont avoir plusieurs GSM en fonction de la période de la journée.
Ils auront leur GSM professionnel, ils auront leur GSM, je dirais, plus social. Et puis le Xelibri, comme celui-là, ce sera vraiment le GSM qu'on met pour sortir en boîte. Voilà. Si on veut aller au Dirty Dancing, au Myrano, à Brice, eh ben, on prend un petit Xelibri et on fait un petit peu de stream. Il y a aussi des modèles qui sont carrément prévus pour une cible prédéterminée. Celui-ci, regarde, on croirait un poudrier. D'ailleurs, il a une fonctionnalité de miroir. On peut s'en servir comme un miroir. Voilà, en fait, c'est un GSM complet. C'est un Xelibri. Hein. Moi, je connais très bien, je sais très bien à qui ça peut servir. Ouais, moi et aussi, des gens, voilà. Il y a des gens, ok, je pense, tiens Raphaël, ça pourrait servir. Et alors, il y a celui-ci aussi qui est toujours dans la gamme des Xelibri. Alors celui-ci, il est assez étrange, puisqu'on le tient comme ça apparemment, mais il n'y a pas de clavier. Philippe, alors comment est-ce qu'on fait pour composer un numéro? Par commande vocale, donc on place l'appareil devant la bouche et on donne chiffre par chiffre le numéro de la personne à appeler. On peut aussi utiliser les petites touches qui sont là pour aller dans avec le petit bouton. Voilà Raphaël. Ça fait penser à Astro, le petit robot, tout ça, cet univers-là. Alors toujours, cette fois-ci, toujours chez Siemens, un téléphone qui lui, celui-là est très solide, tu vois, avec un truc en métal autour. Et alors celui-ci a une fonctionnalité, ça c'est vraiment nouveau aussi, c'est un téléphone pour les sportifs qui font du vélo. Il y a un logiciel, tu peux l'accrocher sur ton vélo. Et donc il y a un logiciel, Philippe, qui... C'est un logiciel qui sert notamment pour pouvoir se diriger, je dirais, lorsqu'on est en train de faire du mountain bike, et aussi associer quelques fonctionnalités de contrôle du battement du cœur ou de certaines fonctions typiquement sportives. Alors une nouvelle tendance, ce sont les appareils qui font photo, et cette fois-ci avec une résolution de 1,3 mégapixels. Ah bien. Alors on a un appareil de chez Sony Ericsson qui est encore un prototype. Voilà, alors tu vois, il s'ouvre comme ceci, tu l'utilises comme ça, et là, tu vois ici, tu as la caméra, c'est un appareil photo. Comme ceci, si tu l'ouvres à fond, c'est un téléphone. Et si tu le refermes, tu peux t'en servir comme téléphone, comme agenda, puisqu'il est sous Symbian. Et Siemens aussi sort, et cette fois-ci c'est un appareil qui est plus un prototype, mais qui est bientôt dans le marché, c'est le S65. C'est un GSM un petit peu comme le SX1 dont on avait déjà parlé avec Paul-Henri, mais qui avait le clavier de chaque côté, tu te rappelles, hein, Raphaël? Là, cette fois-ci c'est plus traditionnel, mais en plus de cela, il a un appareil photo 1,3 mégapixels. Donc l'appareil photo peut de plus en plus se substituer à la caméra, à l'appareil photo numérique. Alors ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, chez Nokia, c'est des appareils très design, comme celui-ci, qui en vend d'ailleurs à Paris, en France, chez Colette, donc parmi les accessoires de mode. Il a une forme assez étrange, il tourne aussi sous Symbian. C'est un appareil photo. Toi, tu n'aimes pas trop l'appareil photo, mais disons que c'est plutôt un appareil qu'on va mettre dans un sac à main. Comme j'ai pas souvent de sac à main. C'est vrai que pour une poche, c'est pas très pratique. Et il a aussi les touches latérales, un petit peu comme... Donc ça, bon, on sait jamais, ça peut servir. Alors moi, celui-là, j'ai vraiment craqué, je le trouve vraiment, il a une gueule d'enfer. On dirait un appareil qui est sorti de Star Trek, c'est Nokia. Voilà, hop, il était aussi un appareil photo numérique. C'est aussi un GSM complet avec agenda sous Symbian. Voilà, une forme plus classique, mais c'est surtout l'aspect design mode. Voilà. Et puis chez Sony Ericsson, alors vraiment, on a des modèles plus traditionnels, mais aussi le design avec le métal brossé qui commence à apparaître, l'appareil photo qui devient vraiment standard. Donc on se rend compte, vraiment, il y a pour le moment une créativité. On ne sait plus que choisir. Et puis on termine par un petit clamshell de chez Motorola. Voilà, le V600, si je ne me trompe pas, ou le V6000, non, le V600 qui sortira d'ici 2 mois. Aussi un appareil, et alors cette fois-ci avec la caméra qui te permet de prendre une photo de toi-même grâce à un petit miroir. Raphaël, tu peux prendre ta propre photo. Pour les MMS, c'est bien ça. Alors ces appareils photo très design, Philippe, sont créés dans des laboratoires. Nokia a un laboratoire en Italie et Siemens a un laboratoire à Munich. Oui, on a un laboratoire à Munich qui s'appelle Design Affairs et qui est un réseau mondial, je dirais, de trend watchers qui essayent d'analyser un petit peu comment évolue le monde de la mode, le monde du design. C'est d'ailleurs étonnant parce qu'ils sont systématiquement 2 ans en avance. Donc actuellement, ils sont en train de concevoir les téléphones dans 2 ans. Donc la série S85 typiquement pour ce qui nous concerne. Et on a beaucoup de chance dans Cybercafé puisqu'on va voir un reportage tourné chez Design d'Affaires à Munich. Ces dernières années, l'univers du design a évolué de manière impressionnante. Il y a quelques années, c'étaient les ingénieurs qui venaient vers nous avec des processeurs ou des composants électroniques et nous devions créer un boîtier qui était en général une simple boîte carrée et noire. Aujourd'hui, ces temps sont révolus. C'est un nouveau marché avec de nouveaux clients et nous apportons nos esquisses aux pauvres ingénieurs qui doivent, eux, développer des solutions technologiques pour nos concepts.
Nos modes de vie sont aujourd'hui très importants dans la conception d'objets d'information et de communication. Tous ces objets électroniques que vous portez aujourd'hui vous représentent, ils font partie de vous. Le design global n'existe pas. Ce qui existe, par contre, c'est un design local tellement bon qu'il fonctionne dans le monde entier. Par exemple, le design Porsche est allemand et il fonctionne dans le monde entier. Même chose pour la bouteille de Coca-Cola. C'est la conséquence globale d'un design local. Le but poursuivi par Design Affairs est d'être très rapide. Nous travaillons sur le marché des biens de consommation et c'est le marché qui évolue le plus rapidement, et tout spécialement le marché de la téléphonie mobile. Comme vous le savez, les nouveaux produits doivent sortir tous les 9 ou 12 mois et ça, c'est vraiment très rapide. Je vais vous montrer quelques photos qui illustrent à quel point l'aspect émotionnel d'un téléphone est plus important que ses caractéristiques techniques. Ce tableau représente le segment des personnes jeunes, cool et dynamiques. C'est représenté par l'appareil photo, le Walkman, les lunettes de soleil qui sont des objets que vous portez et qui vous accompagnent dans vos déplacements. Par contre, autour de ce GSM, vous voyez des produits très élégants, comme une montre Rolex, BMW, le dernier appareil Xus de chez Canon, des beaux stylos. C'est très important car c'est ça qui va définir le mode de vie. Nous avons interrogé environ 3000 personnes sur leurs désirs et leurs besoins. Et c'est ce qui nous a permis de définir des segments de style de vie. Le résultat est une base de données démographique très importante qui nous donne des infos sur la manière dont les gens s'expriment et à quoi ils ressemblent. Lorsque vous commencez à concevoir un téléphone mobile, vous devez connaître les tendances dans le domaine des couleurs et des matières 2 ans à l'avance. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le premier observatoire de tendance à Paris, Lee Edelcourt. Cette agence de tendance nous donne des idées sur ce que va être la mode en termes de couleurs et de matières avec 2 ans d'avance. Voici un exemple reçu en 2001 du style de matière et de couleur pour 2003 dans le segment sport d'extérieur, cool et dynamique. Ensuite, ce sera au designer de concevoir des boîtiers de GSM qui vont dans ce style. Ceci n'est pas une montre, c'est un téléphone de poignet. Toute la technologie nécessaire se trouve dans ce petit boîtier. Et si vous vous trouvez dans un environnement bruyant, vous aurez peut-être besoin d'un petit élément Bluetooth que vous clipez ici. Et vous utiliserez peut-être aussi cette jolie oreillette ou ce petit micro. Ici, vous voyez un concept de téléphone jetable. C'est un GSM tout simple de la taille d'une carte de crédit. Si vos unités sont épuisées, vous pouvez jeter la carte. Au dos du téléphone, il y a suffisamment de place pour mettre une publicité ou du sponsoring. Ainsi, il serait possible de recevoir des cartes gratuitement. À notre époque, l'émotion, c'est très important. Et tout spécialement dans le marché des produits de consommation technologique. La mode et le design sont des atouts essentiels pour la vente. Il y a moyen d'aller jusqu'au bout, mais c'est quand même à l'arrache. Un jeu qui va plaire à Brice, puisqu'il s'appelle Single. Et oui, Single, comme la nouvelle émission que je présente sur Pure FM. Mais ici, c'est Cybercafé et on a les images. Oui, donc en fait, le principe des qui a mondialement marché, a été dépassé ici par des Allemands un peu farfelus qui ont décidé de faire ce que tout le monde avait envie, c'est-à-dire de développer l'érotisme dans le simulateur de vie quotidienne. Oui,
Et il fallait que ce soit des Allemands qui le fassent, parce que les Sims s'est développé aux États-Unis, même si au départ c'était un jeu français. Et là-bas, ils sont très prudes. Donc dès que un personnage rentrait dans une douche, il y avait des petits pixels. Enfin, ça n'allait jamais très loin sur le thème des relations humaines. Tandis que là, ils sont focalisés sur les relations de couple. Oui, donc ici, la bonne excuse, c'est que deux personnes cohabitent dans un même appartement et ne se connaissant pas du tout, ils doivent tout doucement s'appréhender pour évidemment passer la surmultiplier. Ça fait un peu penser aux jeux pourris de la télé-réalité, quoi. Ouais, On fout deux personnes... Le seul truc, c'est que... C'est les colocataires, quoi. C'est un truc pourri. Le seul truc, c'est qu'il faut veiller à ce qu'ils aient bien mangé, bien fait popo, etc. Parce que sinon, il est impossible d'aller se rouler des pelles ou plus si affinité. Donc, c'est un peu... Si t'as pas mangé, tu peux pas embrasser. Ouais, c'est ça. T'en sais plus que moi sur l'amour. Je ne savais pas ça. Tu savais ? Non. Donc ici, ce qui est bien, c'est que graphiquement, évidemment, c'est beaucoup plus beau que les Sims, en attendant les Sims 2. Qu'il y a évidemment toute cette partie un peu rigolote, mais qui malheureusement va vite lasser. Puisque si tous ces besoins n'ont pas été faits, on ne pourra pas passer à des jeux, voilà, à l'action. Alors moi j'ai une question, lorsqu'il pelote la fille, il y a des espèces de petites feuilles et des papillons, c'est quoi ? Bon, en fait, chaque action qu'on va faire, un peu comme dans les Sims, sera ponctuée par des actions positives ou négatives. Donc si on arrive à placer le bon mot au bon moment, ça va pouvoir se faire. Mais par contre, si on arrive comme un gros sauvage avec une bonne main, ça n'ira pas. Hein, ça n'ira pas. Hein, et ainsi de suite. Est-ce que c'est un bon moyen d'éduquer un homme à devenir un peu plus galant ? Comme Raphaël, par exemple. Non, vraiment pas, puisqu'ici, malheureusement, il y a beaucoup trop de choses énervantes à faire. Et même si on... Alors, puisque toi, tu as joué au jeu, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont jusqu'au bout ? Oui, ils vont jusqu'au bout. On les voit déjà dans le même lit. Il y a moyen d'aller jusqu'au bout, mais c'est quand même à l'arrache, hein, puisqu'il faudra passer par toute une série d'heures extrêmement laborieuses. Il faudra veiller à ce qu'il aille correctement travailler, ramener un peu d'argent. On passe beaucoup de temps à se laver, à faire caca et à réparer la machine qui est cassée. Et puis peut-être éventuellement après... C'est comme la réalité, quoi. On fait les 12 travaux d'Astérix et puis peut-être après, quoi. Donc en gros... C'était une bonne surprise, mais c'est relativement fastidieux pour tout ça, quoi, en un mot, quoi. Puisque même si les scènes d'action sont quand même beaucoup plus osées que ce qu'on avait vu, c'est quand même pas très ludique et on perd tout le côté amusant et fun des Sims et le côté léger finalement pour se concentrer sur l'aspect érotique et... Voilà, si vous voulez vivre un peu la vie de Brice, faire caca, ramener de l'argent à la maison et peut-être vous faire une femme. Si vous voulez apprendre à manipuler Raphaël, voilà un jeu pour vous, mesdemoiselles. Il y a 2 semaines, on a reçu Fabrice League. Cette semaine, on reçoit les Pink Satellite. On reste dans le belge de qualité. Merci beaucoup. Ah bon, écoutez. Et vous avez sorti votre album en décembre, E-Closer. Oui. On vous reconnaît vachement bien sur la pochette. On a pu vous admirer au Bota il y a à peu près 2 semaines. Et là, vous avez joué avec un orchestre derrière, un band. Qu'est-ce qui vous a amené à jouer avec des vrais musiciens ? Mais en fait, on a créé l'album avec des musiciens qu'on a enregistrés en studio. Et on a voulu recréer ça sur scène pour montrer aux gens comment on avait travaillé et donner un air plus scénique aussi. Est-ce qu'il y a un grand changement entre travailler avec des machines, où vous leur faites faire ce que vous voulez finalement, et travailler avec des musiciens ? Heureusement pour notre style qui touche un peu au côté jazz, etc., ça se met plutôt bien puisque les musiciens peuvent improviser sur notre musique et amener des solos et des côtés un peu jazzy. Donc on laisse vraiment part belle aux instruments, on leur laisse vraiment se défouler un peu sur scène, quoi. Ce qui donne beaucoup plus de corps et un peu de folie dans les morceaux. Quel type de logiciel et de machine est-ce que vous utilisez On utilise un ordinateur portable, comme beaucoup maintenant. Ouais. Et alors on utilise des séquenceurs en fait, avec des boucles. Et alors on peut mixer tout avec d'autres machines externes, synthétiseurs, boîtes à rythme. Et on mixe le tout sur scène en fait. Et vous travaillez aussi avec des synthétiseurs qui sont pas tout récents hein. Non, des vintage on appelle ça. Ouais. Voilà. Et vous allez nous interpréter, nous jouer un petit morceau. Oui, c'est quoi le petit morceau C'est Jupiter's Walkers. C'est le prochain single qui va sortir, c'est le premier morceau qu'il y a sur l'album. Ouais, ok, on vous écoute, je m'efface.
Le design, ce sont des formes, mais ça peut aussi être de la lumière. On est de retour et on va voir qu'il n'y a pas que dans les téléphones portables qu'il y a des nouveautés au niveau du design, parce que ça s'étend à une gamme importante de matos. En fait, quand on m'a parlé d'une spéciale design, le premier truc auquel on pense pour l'instant, c'est le PC tuning, vous voyez ce truc? Oui, oui. Oh, c'est pas vraiment du design là. Hein. Et là, je me suis dit non, on va quand même pas merder là-dessus, parce que clairement, c'était un dérapage non contrôlé absolu. Et donc, je me suis un peu renseigné de ce qui se passait vraiment au niveau pur design. Et, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de nouveau au niveau des ordinateurs. Et par exemple, j'ai trouvé ceci qui était construit par une société qui s'appelle D2 Electronics. Et c'est un disque dur qui date du milieu des années 90 et c'est un disque dur de 100 mégas à peu près et c'est designé par Stark. Donc vraiment, il y a déjà eu plusieurs fois des volontés de faire quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Stark? Qu'est-ce qu'il n'a pas designé? Ah, on se le demande. Hein. Peut-être la chaise sur laquelle tu es. Ce qui était amusant, c'est, regarde, c'est le petit œil qui s'allumait lorsque le disque dur était allumé. Exactement. Hein. Voilà. Cela dit, c'est une antiquité parce que 100 mégas, plus personne n'en voudrait. Non, plus personne n'en voudrait. Alors maintenant, ce qu'on trouve, c'est l'ACI, qui est en fait la société D2 qui a changé de nom, qui a fait designer ces nouveaux graveurs de DVD par Porsche. Oh tiens, c'est pour moi ça. C'est pour ça, c'est pour moi ça. Hein, ouais. Ça c'est clair, c'est sobre et c'est assez sobre et c'est toujours un peu anguleux comme ça, métallisé. Oui, mais dans le style métallisé, et là je prends parce que c'est dans une belle boîte et ça vaut. Un écrin carrément. On peut parler d'un écrin. Une DB, ça s'appelle une databank. Et bien voilà un disque dur qui s'appelle Databank et qui porte vraiment bien son nom puisqu'il est en forme de lingot. Oui. Et au niveau design, bien c'est quelque chose d'assez innovant, amusant. Évidemment, quand on arrive dans des designs pareils, il y a un coût et c'est clairement il est un peu cher. Il est un peu plus cher qu'un disque dur de même capacité Et externe. donc ça c'est un petit disque dur auto-alimenté USB, designé par Porsche. USB 2 et FireWire. USB 2 et FireWire. Il y a aussi la version uniquement USB 2 et c'est aussi du design Porsche. Alors, on parlait des petites lumières du PC design. Moi, j'ai trouvé un autre truc que je trouvais assez sympa pour ceux qui aiment travailler dans le noir. Ça, c'est un clavier qui s'appelle Illuminix. Ah oui, quand on va voir des petits sites un peu chauds et qu'on éteint les lumières pour pas qu'on vienne voir. Tu peux taper l'adresse. Et comme ça, on voit très bien. Donc, c'est un clavier qui est entièrement illuminé. Et ça donne un effet pas mal. C'est aussi utilisé par les VJ qui font de la musique laptop et ils sont dans le noir et ils ont besoin de voir leur clavier. Voilà. Exactement. Et donc, le design se forme, mais ça peut aussi être de la lumière. Et là, franchement, il y a une innovation qui est claire et évidente. Claire. Voilà. Voilà. Alors moi Paul-Henri, j'ai deux objets de design informatique que je voudrais vous montrer. Il y en a un qui est un grand classique et qui n'est pas encore sorti en nos contrées. Il sortira au mois de juillet, donc c'est une avant-première. Un étudiant de la Cambre qui nous l'a ramené des États-Unis. Très gentil. Tu sais ce que c'est, ça, Raphaël? C'est un iPod. Voilà, et c'est carrément l'iPod mini, le modèle argenté, un objet qui s'arrache à prix d'or aux États-Unis puisqu'ils sont en rupture de stock. Voilà, c'est bientôt pour chez nous. C'est léger. C'est léger. Ah ouais. On sait bien qu'Apple au niveau du design a toujours été très avant-gardiste. Par exemple ici tu as la roue qui permet de tourner et en même temps d'appuyer sur le même cercle. Donc en termes de technologie, c'est le montrer, Brice. Hein, un petit peu le. Une petite télécommande, tiens. Merveilleux. Et puis Paul-Henri m'a amené, s'il fait froid aujourd'hui, bien sûr. Tu vas remarquer, je vous emmène une veste. Alors je vais la mettre, là tu vas voir, c'est une veste mais elle n'est pas comme les autres, c'est une veste pour faire du ski. À partir du moment où elle n'est pas vraiment à ta taille. Voilà. Alors tu vois, il y a les petits écouteurs qui sont dans la veste, Raphaël. C'est O'Neill qui fait ça. C'est assez révolutionnaire. Donc c'est
de ski tout à fait traditionnel, avec toutes ces nouvelles matières qui te permettent d'être léger, de ne pas avoir froid. Mais celle-ci, regarde, de sur la jolies manche, mitaines incorporées. voilà, mais non, la nouveauté, c'est plutôt que tu as sur la manche les contrôles d'un lecteur MP3. Donc voilà. Donc ici, je vais montrer ça à Richard. Voilà. Ici, tu peux régler le volume, changer de morceau ou jouer. Les petits écouteurs sont connectés à travers la veste à un lecteur MP3 qui est caché dans la veste. C'est quoi la capacité du lecteur MP3 ? Le lecteur fait 128 mégas. Hop, tu vois. Et alors là où c'est très fort, c'est que ce lecteur est compatible Bluetooth. Et donc j'ai ici dans mon col un petit micro. Ah, donc tu peux avoir ton téléphone en voilà, poche. je peux avoir mon téléphone Bluetooth en poche. Et lorsqu'on me téléphone, le lecteur MP3 s'interrompt. Fait le relais et hop. Voilà. Donc quand je veux changer de GSM, je change de veste. Ouais. Voilà. Ah, c'est super. C'est O'Neill qui fait ça, ça va bientôt sortir chez nous. La technologie est faite par une société qui s'appelle Infinitéon et qui est connue aux États-Unis. Infinéon. Oui, c'est ça, Infinéon, qui est connu aux États-Unis parce qu'ils mettent des systèmes embarqués dans les voitures. Voilà. Bon, et alors, Brice, on a une idée du prix ? Bah écoute, c'est vraiment pas cher puisque ça va coûter 450 €. Enfin, pas cher, tout est relatif quand même. Il faut préciser que ça comprend un lecteur MP3 de 128 mégas. Ouais. C'est pas le plus gros, mais bon voilà, c'est pas tellement cher par rapport à une veste de cette qualité-là. Voilà. Bon. Je sens la petite brise, moi. Allez, allez Brice, on se couvre. Oui, je crève de froid. Mais oui, je crève de froid. Attends, je vais mettre mes moufles. Oui, mets tes petites mitaines. Je vais mettre c'est très important, les petites mitaines. Oh, ça donne un côté en grenouille. On va skier. On va skier, bien sûr. Il y a des chansons des années 60-70 jusqu'à maintenant. Après ces merveilleux design d'objets, la beauté des voix, Gilles. Avec un nouveau concept de chez Sony. Hein. Après le succès de l'Itoy, ils ne se sont pas arrêtés en chemin et proposent un nouveau jeu qui s'appelle SingStar. Le principe, en gros, c'est un karaoké tout à fait classique, si ce n'est qu'ici, en fait, la particularité des micros, c'est qu'ils analysent en temps réel sa voix. Donc le but est de chanter juste. Et il y a un spectre qui définit si on est dans le ton. Qui te donne une cote, tu chantes bien, tu chantes avec les paroles, quand on arrête de chanter, la chanson reprend le dessus. Donc c'est assez nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il digitalise ta voix et qu'il la compare en temps réel avec la justesse de fréquence de la note. Mais alors Gilles, il y a plusieurs moyens de jouer. Est-ce qu'on peut jouer seul, en groupe ? Quels sont les modes de jeu ? Il y a un mode solo où on peut jouer CC tout seul. On peut même aussi faire une espèce de carrière virtuelle dans le jeu. Il faudra gagner des points, il faut passer des différentes étapes. Et puis le plus amusant, c'est évidemment le mode bataille où on peut jouer jusqu'à 4, faire des équipes de 2, jusqu'à 8 et passer d'un titre à l'autre. Donc à ce niveau-là, c'est quand même intéressant puisque ça coûte quasi rien, c'est le prix d'un jeu. Là, il n'y a que des chansons en anglais dans cette version-ci, mais est-ce qu'il va y avoir des trucs en français ? Un bon Dick Rivers ? Il y aura une version, nous on sortira chez nous la version française, donc ça sort fin juin. Il y a des chansons des années 60-70 jusqu'à maintenant, et notamment quelques trucs évidemment ici du catalogue Sony, de la Starac et des machins comme ça. Alors Gilles, Raphaël, puisque vous êtes là, on va vous écouter mon petit Raphaël. Ouais, d'accord, mais attends, je m'équipe là. Tenue de scène, c'est parti. Un, deux. Spécial dédicace au petit Cluc. Ouh, bienvenue au Club. Merci à Gilles, mon partenaire depuis 15 ans. Et chante, Gilles, merde. Oui, mais bon. Allez, vas-y, je fais ta chorégraphie. Et je gagne. Ce serait la prochaine vague hype internationale, ce sont les designers belges. Alors Jean-Marc, si Jean-Marc est là, c'est qu'il a sacrément bien tourné. Sacrément bien monté. Oh, vous êtes trop des, les gars. Effectivement, il est tout frais parce que ce matin, je suis allé en ville, rue de Laken. Est-ce que tu m'as acheté mes petits... J'ai oublié, désolé Raphaël. On parle depuis le début de l'émission de design et ça implique toujours de la grande technologie et on parle beaucoup de formes. Mais on parle beaucoup de design qui vient d'Allemagne, des États-Unis. Tout dans le monde, mais en Belgique aussi il y a du design. Justement, en Belgique il y a du design. D'aucuns nous disent que la prochaine vague hype après les fashion designers, donc les designers de mode belges, etc. Ce serait la prochaine vague hype internationale, ce sont les designers belges. Je ne demande qu'à le croire. Et donc je suis allé. En tout cas. J'espère. Je suis allé à un endroit qui s'appelle Design in Brussels, que nous voyons ici.
Ça ressemble vachement à une feuille de papier. Mais c'est parce qu'il y a le titre. Voilà, il y a un site internet aussi. Il y a un site internet dont le... Qui doit encore être... Donc, soyez un... Parce que c'est un lieu tout neuf, ça a ouvert il n'y a pas un an. Et donc ça se veut être une plateforme d'aide et de soutien de jeunes design en région bruxelloise et en communauté française en général. Et donc qu'est-ce qu'ils font ces gens? Mais oui, on le regarde ce qu'ils font. Donc moi je suis allé tourner pour vous montrer le lieu qui est un lieu à la fois où il y a de temps en temps des objets qui sont exposés. Et donc c'est quoi ça? Là c'est en fait c'est un miroir. Jean-Marc est dans un miroir. C'est un miroir qui est collé sur une photo de salle de bain. C'est une jeune designeuse belge qui s'appelle Lucille Soufflet et qui réinterprète, parce que ça s'est présenté comme un miroir, et en fait c'est une réinterprétation du miroir. En fait c'est une photo qu'on peut accrocher au mur comme un cadre, comme un objet d'art entre guillemets, pris chez des gens, et elle a remplacé le miroir par un vrai miroir. Là où il y avait le vrai miroir. Voilà, donc c'est une sorte de mise en abîme du miroir dans la salle de bain ou dans les toilettes, etc. Donc voilà, ça c'est du design belge. Une table, une espèce de tabouret emboîté. Voilà, ça c'est aussi... tous les gens dont je vais vous parler sont des Belges. C'est pour vous montrer que ces objets ne sont pas encore édités, mais qui sont déjà tout à fait fonctionnels. Donc ça c'est une série qui s'appelle Éléphant, je pense. C'est des tabourets empilables en métal laqué sur lesquels on est très bien assis et qui ont une forme d'éléphant. Oui. Voilà. Oui. D'ailleurs, c'est pour rappeler certains chocolats belges, des designers belges. Il faudrait creuser de ce côté-là. Oui. Et si vous êtes industriel et que les objets vous intéressent, vous pouvez les contacter. Donc voilà, ça c'est le boulot numéro 1 de Design in Brussels. C'est une plateforme de rencontre entre les jeunes designers et les industriels qui ont plein de pognon et qui ne demandent qu'à rencontrer ces jeunes designers talentueux. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'asseoir aussi bien sur un tabouret. Je fais ça bien. Tu as un certain style. Par contre, ton pantalon est un petit peu trop court. C'est un concept. Alors ces tubes. Alors nous avons des tubes en caoutchouc. Est-ce que c'est une espèce de tabouret? Non, c'est un porte-manteau. C'est un porte-manteau. Donc c'est un porte-manteau. Un porte-parapluie plutôt. Non, manteau. Un porte-manteau. Donc ça fonctionne. C'est une série de tubes creux en plastique qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui, faisant fi de la pesanteur, n'ont besoin ni de colle ni de vis et qui sont démontables et ça fonctionne très bien. Voilà où est la différence entre le designer scandinave et le designer belge. Voilà, il y a besoin de rien. Le designer scandinave, de 5 pages, dans tous les sens, voilà. Donc c'est une espèce de grand entubage en fait. On va dire ça comme ça, Brice. C'est ton interprétation du design belge. Et ici, c'est une espèce un matelas en caoutchouc. Ça, c'est mon favori. C'est monsieur Dirk Mellart qui fait ça. Ils ont mis un matelas dans un préservatif géant. C'est à peu de choses près ça. Disons que c'est un vieux matelas. Donc recyclage en plus, tu vois, ça intègre un peu de pensée écologique. Et il l'a enduit d'une espèce de nouveau matériau hyper résistant et caoutchouteux qui fait que de ce vieux matelas pourri qu'on va mettre à la décharge, ça va devenir un meuble de jardin qu'on peut laisser à l'année dans son jardin et sauter dessus comme vous le voyez pour l'instant dans ces images, ou le mettre sur sa terrasse, le plier, le mettre dans son salon, ça devient un fauteuil. Donc on va pouvoir recycler les préservatifs alors. Voilà. Là on a une espèce de tapis avec des dents. Oui, ça c'est qui peut s'entremêler et qui peut devenir 1, 2, 3, un peu à la manière d'un puzzle. D'accord, tu peux agrandir ton tableau. Voilà. Pas mal. Et ces merveilleuses lampes, on dirait des insectes. Tout ça sont encore des prototypes qui ne demandent qu'à être produits et puis édités. Donc là, on dirait effectivement un tatou ou un scolopendre. C'est une lampe qu'on peut accrocher sur un mur ou déposer sur une table. Et on peut orienter soi-même les lamelles pour avoir plus ou moins de lumière et l'orienter comme on veut. Très beau. C'est formidable, Jean-Marc. Je ne savais pas qu'il y avait autant de créatifs en Belgique, incroyable. Donc si vous avez un peu de temps, allez rue de Laken, voir l'espace Design in Brussels et émerveillez-vous de tous ces jeunes créateurs belges. Partir dans l'extrême et surtout ne pas avoir peur de porter son identité. Alors comme ça, hop, à l'extérieur, quelques petits sites décalés, Olivier. Ouais, je vais te demander d'abord de retomber en enfance. Rappelle-toi de ces merveilleux moments où ta mère te prépare ton goûter pour partir à l'école. Moi, jamais préparé le goûter. Avec... Tu sais bien, ces merveilleuses bananes. C'était écrasé après dans le sac. Voilà, celles qui sointaient un peu comme celle-ci. Celle-là, elle a bien vécu déjà. Voilà. T'es venu avec quoi? Voilà, je l'ai mis tout simplement dans mon sac qui... Mais c'est quoi la solution si t'as pas de ces trucs-là? Bah écoute, la solution... C'est un beau bras. C'est Banana Guard. Eh bien oui, regarde, c'est un objet complètement design, pratique, utile, qui permet de préserver ta banane. Vas-y, Brice, montre un peu. On met la banane dedans. Voilà. Voilà, c'est une boîte à tartines, mais spécialement pour banane, tu vois, Richard. Regarde le résultat, ta banane est impeccable. Ta banane est impeccable, elle est maintenue au frais. Brice, ta banane est impeccable. Grâce au petit trou. C'est vrai que si on ne s'en sert pas pour mettre des bananes, on peut en faire autre chose peut-être. Peut-être, mais là, cela ne nous la mettre sur l'épaule. Par exemple, ou sur la tête. On peut faire un chapeau. Pour faire Eddie Mitchell, hop, la banane. Oh, j'arrive. Ça va marcher. J'arrive, oh, t'inquiète. Sinon... Tu me fais penser à ces gars là qui veulent absolument, tu vois, porter dignement leur robe. Non? Ouais. Brad Pitt.
Par exemple, j'ai vu Brad Pitt en robe. Sur le site IMFF, qui est en fait International Men's Fashion Freedom Network. Ouais. En fait, c'est un site qui prône la défense de, si tu veux, du style, du look. Tu vois, l'audace. De l'audace. En montrant des photos de stars qui portent par exemple, des vêtements un peu originaux. C'est-à-dire, bon, le côté le plus traditionnel, ce serait un kilt. Bon, évidemment, tout le monde pense au kilt. Mais là, sur ce site, c'est une connerie. Ils vont beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ils portent même pour femmes, tu vois, donc vraiment en jeans, etc. Ils portent un slip en dessous du kilt. Et non, et parfois, ils portent la robe sans culotte. C'est encore plus incroyable. Alors là, il faudrait aller voir en dessous du site. Peut-être une nouvelle fonctionnalité qui permettrait d'aller dans le web site, en 3D. Dans les pages en 3D. Et donc, voilà, donc un site où si vous aussi, vous avez quelque chose à scander, moi j'aimerais porter tel type de style, mais je ne peux pas. Je crois qu'il faut revenir avec des brassards, tu vois, de plongée. Par exemple, oui, je fais un petit canard, une bouée avec un canard, tu vois. Oui, pas mal. Tiens, je peux faire canard avec ma banane. Ça fait un peu petit canard, j'ai déjà la bouée. Ça peut être éventuellement un sujet à discuter sur reluct.com. En fait, donc c'est une initiative, un autre site, donc qui, si tu veux, apporte toute l'invention du design. Tu as au quotidien une actualité sur le design, tout ce qui sort de nouveau. C'est un petit peu comme les sites, tu sais, il y a plein de sites consacrés aux gadgets, avec toutes les nouveautés. Là, c'est la même chose pour le design. Voilà, il y a aussi Computer Love qu'on connaît très bien pour le côté graphique. Et là, c'est vraiment l'objet, le design. Et celui qui a retenu mon attention, c'était ces lampes équipées de LED, qui est vraiment, je dirais, l'avenir en matière d'éclairage. On pourrait croire en entendant le mot LED, c'est pas si laid que ça. Non, c'est même très design, très beau. Et je pense tout à fait accessible. Justement, ce site, je trouvais que sa pertinence était à ce niveau-là. Puis écologique aussi, hein, ça consomme pas trop. Non, c'est la force justement du LED. Il faudra qu'on en parle plus amplement de ces histoires de LED, c'est l'avenir. On en reparlera. Alors voilà. Un dernier pour la route. Un dernier pour la route, eh bien justement la route elle va être longue parce qu'on va aller au Japon et dans les rues japonaises où on rencontre de merveilleuses petites japonaises habillées de manière complètement excentrique, extravagante, incroyable. Et ce site se fait justement une espèce de galerie de ce qui se passe dans les rues japonaises. Parce qu'ici, bon, on a des styles, ok, on a un peu toutes les tendances, c'est vrai en Belgique, mais par contre au Japon, là, ça va dans tous les sens. J'aime beaucoup en ce moment, en Belgique et en Europe, la tendance au punk propre. Tu vois, punk propre. Punk propre, tu vois, ça me fait beaucoup rire, tu vois, l'essence même du punk, c'est un peu crado et tout, mais alors les mecs punk, anarchistes, un peu bien sapés, bien repassés. Propre, avec le froc tout neuf, voilà, bien repassé. Et le t-shirt à 4000 balles. Par contre, au Japon, c'est absolument hallucinant parce que ces jeunes filles, elles inspirent les créateurs de mode parce qu'elles sont très, elles osent beaucoup, elles s'assemblent, elles font des porte-clés, elles se look, elles inventent des avec des chaussettes géantes. Je dirais c'est ce qui est à retenir du Japon et de la culture japonaise, c'est justement partir dans l'extrême et surtout ne pas avoir peur de porter son identité dans la rue. Donc Japanese Streets, un détour, vraiment, ça vaut la peine d'aller voir un peu ce qui s'y passe. Peut-être que... Ça inspirera peut-être des créateurs, des designers qui nous regardent. Ou nous-mêmes, à la prochaine émission. Vous, surtout les filles, vous avez compris que si vous voulez être à la page, vous voulez être à la mode, vous faites comme Brice a dit, vous fabriquez des porte-clés. Si, il l'a dit. Alors Brice, avant d'aller faire une petite partie de boules... Ouais, j'ai toujours rêvé de jouer avec tes boules. C'est clair, je ne vais pas te les prêter. On va terminer l'émission. Ouais, un cybercafé de plus terminé. C'est un cybercafé qui était à la Cambre et comme dans chaque émission, nous avons des cadeaux. On commence par un exemplaire du logiciel iLife, comprenant iPhoto pour gérer les photos, iMovie DVD pour faire ton DVD. Formidable. iTunes, incontournable iTunes, et GarageBand qui transforme ton ordinateur en un véritable studio. Et d'ailleurs, le mot de passe pour gagner cet iLife sera ampli guitare. Merveilleux. Il y a également un autre petit cadeau, c'est ce que Paul-Henri a montré tout à l'heure. Un clavier qui pour surfer dans le noir, Illuminix. Attention, il a une interface PS2, pas USB, donc il faut que un ordinateur compatible. Alors la petite question, c'est combien y a-t-il de touches? Peut-être vous avez le temps de faire une pause et de compter. Attends, on va les aider, c'est entre 1 et 2000. Pas mal. Juste une petite chose à vous annoncer qu'à Lille, tu sais, Lille 2004, eh bien, il y a une exposition qui s'appelle Game On. C'est une exposition qui retrace la vie des jeux vidéo depuis leur début jusqu'à nos jours. Et on fera une petite visite là-bas la semaine prochaine. De quoi vous mettre l'eau à la bûche, comme on dit. Voilà, et d'ici là, bonne semaine. À bientôt, allez, viens, joue au boule.
twice the smile upon your face. It's always nice to have it twice, and when you share it's twice as nice. Chocolate caramel